Voilà, on va poursuivre les interviews. Là, je suis avec professeur Rokhaya Ndiaye Diallo, hein, professeur et responsable de laboratoire, le laboratoire de génétique humaine au niveau de la faculté de médecine. Professeur, vous venez même de présider, en tout cas, une séance de présentation pour les doctorants quand même qui sont là pour présenter l'état d'avancement de leurs travaux de recherche. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ces doctorats-là et la qualité quand même des présentations auxquelles vous avez assisté? Merci beaucoup. Je pense que ces doctorales ont été organisées dans le cadre de l'échange entre les doctorants, mais également entre les chercheurs d'une façon générale. Et nous saluons vraiment cette organisation qui a été d'excellente qualité. Et également, nous saluons tous ces résultats extrêmement importants dans différentes thématiques qui ont été présentées par les doctorants. Ce matin, nous avons eu à présider une séance de présentation de doctorants, en particulier dans le domaine de la génétique. Il y a eu 3 présentations qui ont été faites, l'une qui porte sur la surdité, les aspects génétiques de la surdité non syndromique au Sénégal. Une autre également qui a porté sur les tumeurs odontogènes, donc l'étude de certains marqueurs génétiques dans la prolifération. Et une autre communication qui a porté sur un candidat vaccin dans le paludisme. Donc ces communications étaient d'excellente qualité, qui ont déjà été publiées pour certaines. Et nous félicitons tous ceux qui ont eu à participer. Et sollicitons également que ces doctorales puissent être pérennisées chaque année, qu'elles puissent être organisées pour créer cet environnement d'échange entre les doctorants, mais également faire connaître ce que les chercheurs sont en train de réaliser au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop. Parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être réalisés, mais les cadres d'échange ne sont pas très en vogue, on peut dire, au sein de l'université. Et ces doctorats-là en sont un exemple à pérenniser. Professeur, avez-vous un point de vue sur l'état actuel quand même de la recherche au Sénégal et plus particulièrement dans nos universités? Non, nous pensons que la recherche au Sénégal est sur sa rampe de lancement, on peut dire, hein, et même au-dessus de la rampe. Parce que les résultats qui ont été présentés montrent l'envergure des projets qui sont en train d'être menés au sein de l'université. Et donc pour dire que la recherche marche très bien au Sénégal, en particulier dans notre université, Cheikh Anta Diop, et que la nouvelle génération de chercheurs est en train d'être formée et nous pensons que la relève va être très bien assurée. Et en matière de financement aussi? Bon, le financement de la recherche, c'est, disons, le problème de tous les pays en voie de développement. La recherche n'est pas financée au niveau gouvernemental. Et là, j'en profiterai pour lancer un appel aux autorités, que ce soit dans le cadre de l'enseignement supérieur, mais également dans le cadre de la santé ou bien de la recherche. En tout cas, il faudrait que des avancées soient réalisées dans le financement de la recherche. Les idées sont là, mais les moyens pour les réaliser ne sont pas présents. Et vous, en tant que responsable de laboratoire, quelles sont les thématiques de recherche que vous développez dans votre équipe de recherche? Nous avons, disons, 3 thématiques de recherche. Nous avons notre principal axe de recherche concerne la génétique des cancers. En particulier, nous travaillons sur le cancer du sein héréditaire et les cancers de la cavité buccale, où nous recherchons des gènes ou des variants génétiques qui prédisposent à faire ces cancers, afin de les utiliser ultérieurement dans le cadre de la prévention. Nous travaillons également sur les maladies génétiques.
pour identifier les bases moléculaires de ces maladies génétiques, pour pouvoir poser le diagnostic dans la mesure où, pour la plupart de ces maladies génétiques, quand elles sont diagnostiquées, elles le sont cliniquement, et il faut faire l'investigation génétique pour savoir quel est le défaut génétique qui est associé. Et jusqu'à présent, en tout cas, il y a très peu de réalisations au Sénégal. Donc nous sommes en train de travailler pour que ce diagnostic génétique puisse être disponible dans les laboratoires. Professeur, notre troisième axe de recherche concerne la diversité génétique des populations. Diversité génétique qui est d'importance dans la mesure où les recherches en génétique humaine ont montré que d'ici quelques années, en tout cas dans le domaine de la santé, la médecine sera génomique. Donc d'où l'importance de savoir quel est le soubassement génétique de nos populations pour pouvoir préparer cette médecine de précision. Donc nous avons actuellement un projet de recherche qui a pour objectif d'étudier la diversité génétique des populations sénégalaises, qui est appelé le projet Sen-Génome, et qui certainement donnera beaucoup d'éclaircissements sur les populations sénégalaises et comment elles ont évolué dans le temps. Merci beaucoup, professeur. Je suis avec un autre doctorant, voilà, qui est en tout cas guinéen, mais qui est venu également participer à ces doctorales. Alors, chers amis, est-ce que vous pouvez vous présenter ou nous parler un peu de votre thématique de recherche? Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Koundouno Farah-Raymond. Je suis doctorant à l'École doctorale des sciences de la vie, de la santé et de l'environnement. Donc, je suis là dans le cadre de la 7e édition des doctorales au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop. Au fait, la thématique sur laquelle nous travaillons, c'est la séroprévalence, l'incidence et les facteurs de risque de la fièvre de Lassa dans la partie forestière de la Guinée, cas de Guéguédou, une étude pilote. Voilà, au fait, le contexte et la problématique, c'est que la fièvre de Lassa est endémique en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Et donc, c'est une maladie qui est provoquée par le virus Lassa. Le réservoir naturel de ce virus, c'est le rame plurimamaire, communément appelé le Mastomyx natalangiste. Et donc, la transmission qui est rongeur, hein? Oui, qui est rongeur. Et donc, la transmission de cette maladie s'est faite à l'homme à travers les rongeurs infectés et aussi leurs excrétions, donc déversées dans nos maisons, dans nos villages, dans les différentes communautés. Alors, donc, pour pallier donc, à cette thématique, on s'est fixé un objectif général sur lequel nous voulons améliorer notre compréhension de la manière dont le virus Lassa il est transmis de son réservoir naturel à l'homme. Et donc, pour atteindre à nos objectifs, donc, on a mis en place une méthodologie de travail. Alors, c'est une étude longitudinale donc, que nous sommes en train d'effectuer en faisant 5 échantillonnages en 2 ans. Donc, l'idée, donc, nous essayons, n'est-ce pas, de travailler sur cette thématique par rapport à ces différents prélèvements que nous allons faire. Et la première des choses qu'on a eu à faire dans notre méthodologie de travail, c'est qu'il y a eu un protocole qui a été établi et mis à la disposition du Comité national éthique et recherche en santé en Guinée. Et donc, il a approuvé, ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de commencer les activités sur le terrain. Au fait, la phase d'engagement a commencé, notamment, qui a été réalisée sur le terrain. Cette phase d'engagement consistait à aller vers les leaders communautaires, notamment les maires des communes rurales, les présidents des districts, les chefs des quartiers, pour partager notre objectif d'étude avec eux, en vue de nous aider à faire la sensibilisation pour les volontaires. Et c'est une activité qui a réussi, ce qui nous a permis aussi de prendre contact avec tous les volontaires sur les différents sites de nos études, et à travers lesquels nous avons pu partager le consentement éclairé individuel qui a été aussi accepté par certains volontaires. Donc on a reçu une cohorte de 500
individus qui ont participé pour la phase T0 à cette étude-là. Et du coup, l'autre étape de notre méthodologie, c'est qu'on a procédé au prélèvement des échantillons. Donc, ces échantillons ont été traités dans notre laboratoire de fièvre hémorragique et virale de Guéguédou, ce qui nous a permis d'anticiper donc des analyses sérologiques. Et sur ces analyses sérologiques, on a eu pour cette phase de départ un taux de prévalence de 77,2%. Les immunoglobulines du groupe G détectés, n'est-ce pas, au sein des différents sites sur lesquels nous avons travaillé. Et par rapport à ces résultats, aujourd'hui, cette séroprévalence va attirer l'attention de l'autorité sanitaire du pays pour pouvoir avoir une idée sur la séroprévalence de la fièvre de Lassa, ce qui va nous permettre de mettre en place une surveillance épidémiologique encore plus efficace et plus étendue, n'est-ce pas, au service de nos communautés. Et donc, par rapport à retombées scientifiques, n'est-ce pas, de notre thématique, c'est que je peux vous dire que la connaissance notamment de la séroprévalence sur la thématique la fièvre de Lassa nous a permis de connaître l'immunité des populations qui ont participé à cette étude pour cette première phase. Et par rapport notamment à l'impact socio-économique, c'est que la meilleure connaissance de cette maladie, mais aussi les facteurs de risque liés à cette maladie, vont permettre au ministère de la Santé guinéenne, et pourquoi pas dans la sous-région, de renforcer le système de surveillance épidémiologique, mais aussi un système de communication auprès des communautés, n'est-ce pas, qui en souffrent par rapport à cette épidémie, qui est sous une surveillance obligatoire, parce que c'est une maladie disons, à déclaration obligatoire au sein de la santé publique. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes en train de travailler sur une thématique extrêmement importante, qui est également d'enjeu régional, on va dire. Alors là, vous êtes au niveau des doctorales, qui sont en tout cas tenus à Dakar, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, quelles sont vos impressions? Que vous inspire en fait l'organisation de cet événement scientifique important? Rapidement. Voilà, en fait, je peux vous dire que c'est une impression de satisfaction à ce jour parce que cette 7e édition, n'est-ce pas, de doctorale au niveau de l'Université de Dakar vraiment nous édifie dans beaucoup de paramètres parce que c'est la rencontre de beaucoup de doctorants sur plusieurs thématiques. Donc, ce qui nous permet vraiment d'avoir assez d'expérience dans ce que nous sommes en train de faire en tant que chercheurs. Et donc, ça va à long terme nous permettre, n'est-ce pas, d'étendre nos activités par rapport aux thématiques, aux différentes thématiques, n'est-ce pas, qui sont en train d'être exposées lors de cette édition, cette 7e édition éditoriale, doctorale du moins, sur l'année 2022 à Dakar. Merci beaucoup d'avoir voulu participer à ces interviews. Merci bien. Merci et bon courage pour la suite. Merci. Ok. Voilà, là je suis avec en tout cas un autre doctorant qui est mauritanien, mais également qui a mené une bonne partie de ses études au Maroc. Et là actuellement il est au Sénégal, en tout cas pour ses travaux scientifiques dans le cadre de sa thèse de doctorat. Alors, merci de nous, en tout cas, présenter votre thématique de recherche après avoir présenté quand même votre profil. Merci, cher Maître. Cette étude a été réalisée en Mauritanie sous la supervision de notre cher professeur Bakr Semben. Cette étude porte sur le profil épidémiologique du cancer du sein en Mauritanie, qui est à l'origine de plus de 685 000 de cas de décès dans le monde en 2020, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et qui est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes mauritaniennes. La méthodologie que nous avons suivie a permis d'obtenir un certain résultats qui sont pertinents, qui sont la première étude épidémiologique en Mauritanie. Ces résultats montrent que l'âge moyen de nos patients a été 37 ans, avec l'observation que les femmes de Morvan ont été les femmes les plus touchées, avec plus de 80% des femmes qui ont un niveau socio-économique bas, ce qui complique leur situation en termes de traitement néoadjuvant et adjuvant. Nous avons remarqué que le sein droit a été le plus touché par rapport au sein gauche et les autres. Le stade tumoral 2A et 2B et le grade 2 et 3 ont été majoritaires, ce qui réduit la chance de guérison complète. Ces résultats vont bien sûr
seront la fondation de créer une base de données sur les cancers du sein en Mauritanie. Merci. Merci. Et maintenant, par rapport à ces doctorats-là, que vous inspire à faire l'organisation de cet événement scientifique? En tant que doctorant, ça vous fait quoi de venir participer à ces doctorats? Je pense que ces jours, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Échanger, discuter avec les différents doctorants de différentes formations. Nous avons bénéficié des présentations qui ont été tellement pertinentes dans les domaines scientifiques, médical, éthiologiques, différents domaines. Nous avons bénéficié, je vous encourage, la commission d'organisation pour continuer dans ces chemins. Merci beaucoup d'avoir voulu participer à ces interviews. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Voilà, merci.